Wesh YouTube, comment ça va? Aujourd'hui tu l'as vu, je te retrouve dans une vidéo un petit peu particulière. Oui, on va parler de lecture, mais sur un thème précis. J'ai envie depuis un moment de lire en fait des lectures du monde, de me caler comme ça, des espèces de zones géographiques et d'y piocher différentes lectures et de voir en fait à quel point ça fonctionne ou non sur moi. Bref, de m'exposer à de nouvelles choses. Et j'avais très envie pour commencer de m'intéresser au monde arabe. Alors, j'ai dépassé les frontières. J'avais envie de lire de la littérature arabe et j'avais envie de pousser ça jusque à la Perse et à la Turquie. Et j'aurais pu faire une vidéo simplement sur, par exemple, la Turquie en tant que telle. Mais j'ai envie pour l'instant de rester dans des zones assez larges et de piocher comme ça différentes choses. Donc, j'ai intitulé ce premier opus « La littérature arabo-orientale ». Voilà, et je pense que je ferai une partie 2 parce que dans mes recherches, j'ai trouvé énormément de textes qui me donnent très envie. Aujourd'hui, je vais donc te parler de 6 œuvres que j'ai lues dans le cadre de cette vidéo et on commence tout de suite par le premier texte. Le premier livre que j'ai lu, c'est 10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange d'Elif Shafak. Il est édité chez Flammarion et il est traduit par Dominique Goy-Blanquet. Et pour commencer, on est donc avec Elif Shafak, tu l'as compris, qui est turque. Ce texte, c'est l'histoire de Tequila Leyla, qui est une prostituée turque qui vient d'être assassinée et qui, du fond de la benne à ordures où elle a été abandonnée, eh bien, se souvient de sa vie. On part ici du postulat que le cerveau continuerait à fonctionner quelques instants après la mort, dans le cas de Leyla, 10 minutes et 38 secondes exactement. Et pendant ce temps, à travers un son, à travers une odeur, elle se souvient, comme je te l'ai dit, de fragments de cette vie. Je vais te dire les notes, tiens, que j'ai mises. Je le fais jamais, mais je vais te donner les notes que j'ai mises sur Goodreads. Celui-ci, je lui ai mis un 4 sur 5. Un bon 4 sur 5. Tout d'abord, je tiens à souligner la construction du roman qui est, je trouve, hyper pertinente. Vraiment, son découpage et la manière dont il s'articule fonctionnent de ouf. Parce que à travers ce découpage du texte, on a un très joli parallèle avec le morcellement de la temporalité, avec le morcellement physique, celui qui intervient dans la mort, et puis le morcellement des êtres, en fait, tout simplement. Et je trouve que ça colle tout à fait... Ouh, ça colle les morceaux. Tu vas voir où je vais en venir, attends. Ça colle tout à fait avec la reconstruction qui s'opère à partir de ces fragments, avec la manière dont on décide de réparer, dont on décide de reconstruire une histoire, un groupe, une famille. Et c'est tout à fait le propos de ce texte. On va donc, tu te doutes, voyager à travers les souvenirs de Leyla, mais aussi ceux de ses amis qui vont tenter de comprendre ce qui a pu se passer et qui vont eux aussi raconter qui était cette femme. C'est extrêmement accessible, mais d'une très belle manière. La plume est vraiment très jolie. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui sonne dans cette plume très vrai, très honnête. Et tout ça avec les descriptions qu'elle met en place, je trouve que ça rend le récit très palpable. Je ne sais pas si ça a du sens, mais on visualise très bien. Et oui, je trouve qu'il a une densité qui est presque palpable et c'est hyper appréciable en fait. Bien évidemment, tu te doutes qu'on y parle de conditions de la femme, forcément, dans un contexte social et politique qui est hyper intéressant à lire et à entrevoir. On le voit quand même assez... de manière assez claire, mais disons que ça n'est pas le point central de l'histoire, mais forcément ça en fait partie, ça s'en est empreint. C'est aussi un très beau et fort clin d'œil, je trouve, aux, entre gros guillemets, marginaux, à ceux d'à côté, à ces personnes qui doivent se battre pour se créer une place en fait, là où il n'y en a pas pour elles. Et j'ai été très sensible à tous ces messages-là. Et c'est un très très joli texte. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'est pas un 5 sur 5 parce qu'il m'a manqué un tout petit truc. Moi, quand je mets un 5 sur 5, c'est que vraiment, au-delà du texte, au-delà de la plume, au-delà de l'histoire, il y a émotionnellement quelque chose qui me... Mais on est sur un très bon 4 sur 5. C'est un texte que je te recommande très chaudement et vraiment les yeux fermés. C'est une très belle ode en plus à l'amitié, à la famille qu'on se crée, à l'amour et à l'amour de ceux qu'on choisit d'aimer. Vraiment, excellente découverte et il me tarde de lire d'autres choses d'Elif Shafak. Ensuite, on part sur une grosse déception. Alors, il fallait bien que ça arrive, hein, on ne peut pas tout aimer. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de lire Elif Shafak, parce que je ne voulais pas rester sur un seul texte d'origine turque qui vraiment me laisse dubitative. Ce texte, c'est malheureusement le Turketo de Metin Arditi, qui du coup, tu l'as compris, est turc.
Alors, c'est un texte qui est extrêmement apprécié. Il me semble qu'il a reçu des prix. Mais vraiment, c'est un texte qui est très apprécié. Donc, évidemment, tu t'en doutes, ça n'est que mon avis. Libre à toi de te faire le tien. Mais je pense que mon avis très mitigé, j'ai mis 2 sur 5. Voilà, pour la forme, parce que ça m'embêtait de mettre moins. Mais j'ai pas compris. Je suis passée à côté. Et en fait, j'ai été extrêmement déçue parce que pour moi, on est sur de la publicité mensongère. Je vais très rapidement te lire le résumé pour que tu vois où je veux en venir. Se pourrait-il qu'un tableau célèbre, dont la signature présente une anomalie chromatique, soit l'unique œuvre qui nous reste d'un des plus grands peintres de la Renaissance vénitienne, un élève prodige de Titien, que lui-même appelait le Turquetto. Né de parents juifs en terre musulmane, à Constantinople aux environs de 1519, ce fils d'un employé du marché aux esclaves s'exile très jeune à Venise pour y pratiquer son art. Sous une identité d'emprunt, il fréquente les ateliers de Titien avant de faire carrière et de donner aux congrégations de Venise une œuvre admirable nourrie de traditions bibliques, de calligraphie ottomane et d'art sacré byzantin. Il est au sommet de sa gloire lorsqu'une liaison, le dévoile et l'amène à comparaître devant les tribunaux de Venise. Le livre s'ouvre sur note au lecteur. Tu vois pas à cause de la lumière, mais il existe au musée du Louvre un portrait attribué à Titien, blablabla, où on nous explique du coup tout sur cette mystérieuse signature et ce mystérieux tableau. On ne parle pas de ce tableau, on ne parle pas de cette signature, ça n'existe quasiment pas dans le roman. Et en fait, je comprends pas pourquoi on axe et une énorme partie du résumé et l'introduction du livre en fait qui s'ouvre vraiment sur une note au lecteur suivie d'une espèce de fausse, tu sais, de faux rapports comme ça, de conclusions scientifiques effectuées sur la pigmentation de cette signature pour montrer qu'elle ne serait pas la vraie. Enfin, en fait, on nous parle de tout ça, il n'est jamais fait mention dans le livre de cette signature. Enfin, vraiment, je ne comprends pas le rapport. Donc déjà, moi, j'ai été extrêmement perplexe parce que tout le livre, je me disais, mais à quel moment on va nous parler de ce mystérieux tableau à quel moment, en fait, on va nous parler de peinture? Presque, tout simplement, parce qu'on n'y voit quasiment rien. On voit l'enfance du Turquetto, puis on comprend qu'il s'exile à Venise, qu'il change d'identité parce qu'il est né de parents juifs, donc pour pouvoir pratiquer la peinture. Il n'est quasiment jamais fait mention de peinture, ou alors de manière extrêmement sommaire, et les seuls moments où on entrevoit une description d'un de ces tableaux, hop, on passerait vite à autre chose. En fait, j'ai l'impression qu'on m'a menti. Si on m'avait proposé l'histoire sous un autre angle, peut-être que je l'aurais déjà plus apprécié, et encore que je pense que ça n'a tout simplement pas fonctionné sur moi, parce que au-delà de, tu l'as compris, cette trahison, j'ai trouvé le texte extrêmement froid. Alors là aussi, j'ai beaucoup apprécié sa construction que je trouve très en adéquation avec le propos. En fait, on n'est pas sur un fil continu, on est sur des scènes. D'ailleurs, les scénettes, j'appelle ça des scénettes, font quelques pages où d'un coup tu arrives sur une scène, on t'explique ce qui se passe dans la scène, les personnes passent, hop, autre scène, et à toi de voir où on en est dans la temporalité. Et je trouve que de présenter le récit sous forme de tableau pour parler d'un tableau, c'est pas inintéressant du tout. Mais c'est la seule chose globalement qui m'est plu. Et la fin, pas mal la fin. Non, mais j'ai de plus trouvé que les personnages étaient extrêmement froids. Le Turquetto est d'une fadeur, vraiment, j'ai rarement vu ça. Il est absolument passif tout le temps, de tout. Je sais pas, enfin le mec est insignifiant quoi, pardon, mais vraiment je n'ai pas compris. En plus de ça, il y a énormément d'érotisme qui, moi, personnellement, m'a mise un petit peu mal à l'aise parce que je comprenais pas, là, encore une fois, le propos. J'ai juste pas compris. Je pense très honnêtement que je suis complètement passée à côté du texte parce que les avis sont très élogieux sur celui-ci. Mais tu l'as compris, je remets pas en doute la qualité du travail de Metin Arditi. J'ai d'ailleurs, il me semble, un autre texte de lui que je lirai avec grand plaisir pour voir ce qu'il en est. Mais voilà, le Turquetto, sur moi, ça n'a absolument pas fonctionné. On est sur une grosse déception. Ensuite, changement de registre. On est sur Loin de Médine de Assia Djebar, qui est édité ici au livre de poche. Assia Djebar, elle, est une écrivaine d'origine algérienne. Et ce texte-là, je lui ai mis 3,8 sur 5. Oui, j'ai des notations très précises, mais moi, juste 3 ou 4, c'est pas assez. On est sur du 3,8. On est ici entre le recueil d'histoires et presque la thèse historique. Je ne saurais pas trop comment te le décrire. C'est un format hybride assez intéressant que nous propose ici Assia Djebar. On est ici à Médine et on est autour de la mort du prophète Mohammed. Assia Djebar décide de nous raconter les femmes qui ont entouré cet homme. Les femmes plus ou moins de long.
celles qui ont gravité autour de lui, celles qui se sont levées contre lui. Elle nous raconte ses épouses, sa fille, certaines guerrières, des chefs de tribus, ce qu'était leur vie, ce à quoi elles aspiraient. Bref, elle met en avant les femmes qui ont gravité autour du prophète Mohammed et dont on ne parle quasiment pas. C'est absolument passionnant déjà de voir le rôle de ces femmes, de voir à quel point elles ont été importantes, de voir aussi à l'arrière-plan tout ce qui se mettait en place, les complots, les intrigues, les guerres de pouvoir, à la naissance en fait de l'islam, vraiment sur ces sujets-là absolument passionnants. Par contre, c'est un texte extrêmement riche. Heureusement que j'ai des notions dans l'islam, que du coup, il y a pas mal quand même de ces femmes. Voilà, je sais qu'il y a Aïcha, je sais qu'il y a Fatima. Enfin, j'avais des repères qui étaient quand même assez évidents pour moi à saisir. Je sais qui ont été les premiers califes à peu près, tu vois. Donc, ça va dans l'idée. Mais c'est extrêmement dense, franchement. C'est absolument compréhensible. Mais il y a beaucoup de noms, il faut s'accrocher. Après, comme je t'ai dit, l'avantage, c'est que ça se lit bien, étant donné que ce sont plusieurs histoires. Ça reste franchement assez digeste. En plus, j'ai beaucoup aimé voir, du coup, je t'ai dit, comme tous ces mécanismes qui composent cette période-là, comment ils se nourrissaient tous les uns les autres, comment ils se répondaient. Et j'ai beaucoup aimé voir les différents points de vue de différentes femmes sur le même moment, sur la même histoire. J'ai corné beaucoup de pages, vraiment, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Tu sais, je suis sensible au fait qu'on redonne la parole aux femmes qui ont été mises de côté, qui ont été oubliées. Et là, je trouve que c'est très finement fait. C'était absolument passionnant et assez percutant. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette proposition-là d'Assia Djebar. Le quatrième texte dont je te parle, c'est Poussière d'or de Ibrahim al-Koni, qui est lui un auteur libyen. Et le texte est traduit de l'arabe par, attention, mon accent arabe, par Muhammad Saad Eddin el-Yamani. Ce texte, je l'ai noté 3,5 sur 5. C'est shiny là, non? Je brille, hein. Bon écoute, on fait avec la luminosité, tu coco, je galère à chaque fois, c'est pas grave. Ce texte, je l'ai noté 3,5 sur 5 parce que je m'en suis sentie un petit peu détachée tout au long, bien que ça ait été pour moi une très bonne lecture et remplie de très belles choses. Pour moi, ici, on est dans le conte, on est presque dans le mythe, tu vois, on frôle presque cette idée-là. Oui, c'est une espèce de conte initiatique de cheminement et de cheminement physique et de traversée en même temps de cheminement interne. Il y a beaucoup d'introspection, il y a beaucoup de réflexion et c'est très beau. Cette histoire, c'est celle d'Oukhayed, qui est le fils d'un noble Touareg du Sahara et qui se voit offrir à sa majorité un mehari qui est en fait un chameau, un dromadaire. Ouais, bon, c'est l'un ou l'autre, je ne sais pas exactement, qui est acheté, qui a une robe extrêmement particulière et Oukhayed va tomber éperdument amoureux. Alors amour, on parle ici d'un amour fraternel, hein, de son chameau. Ce chameau, qui peut difficilement s'empêcher de monter sur la première chamelle qu'il croise, va tomber malade, il va attraper la gale. Il va petit à petit perdre son pelage qui le rend si spécial. Et pour autant, Oukhayed va décider de tout faire pour soigner son animal. Et pas juste pour lui rendre un peu sa gloire, mais parce qu'il l'aime profondément, parce qu'il le voit souffrir et parce qu'il ne supporte pas cette douleur-là. Et pour tenter de le guérir, il va devoir affronter bien des choses. Ils vont devoir partir, se déplacer, traverser le désert, rencontrer différentes personnes, prendre part à des rites. Il va tout tenter en fait, en côtoyant les différents esprits, en pactisant avec certains djinns, bref. C'est là où tu vois que je te parle du côté conte et presque mythe de cette histoire. Tu le sais, moi je suis très sensible à ces histoires d'amour humain-animal. C'est ce qui m'avait absolument frappé dans le loup mongol de Homéric, où il est question d'un mongol et de son cheval. Pendant l'Empire mongol, c'était absolument superbe et j'ai retrouvé de cette intensité-là ici. J'ai retrouvé cet amour tellement fort qu'il en devient douloureux, que la moindre chose qui l'effleure en est blessante en fait. J'aime ces liens-là, ces liens, comme je te dis, humain-animal qui semblent tout transcender, parce que son chameau, c'est le prolongement de lui-même, c'est presque une partie de son âme, c'est sa vie en fait globalement, et cet amour est sublime, il en est destructeur, il en est presque fou parce qu'il le rend presque fou, mais voilà, c'est superbe, la plume sublime, c'est d'une poésie très mélodieuse. Je pense d'ailleurs que dans le texte original en arabe, ça doit être absolument sublime. C'est contemplatif, c'est à la fois très introspectif, c'est des descriptions qui sont envoûtantes, comme le texte. D'ailleurs, le texte tout court est envoûtant, puis d'autant plus qu'il est nourri de traditions, de religion, de croyances, de mythes, et que tout ça mélangé en fait quelque chose. Moi j'ai trouvé que c'était un texte qui était un petit peu en apesanteur. Oui, j'ai des façons étranges de le décrire, mais c'est ce que ça m'évoque. Il y avait un côté un petit peu suspendu,
dans cette histoire-là et c'est une très très belle découverte, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Petit hic, les femmes, c'est toujours la faute des femmes. Oh là là, non mais c'est les femmes qui nous font tomber amoureuses. Non mais c'est les femmes. Non mais c'est à cause de Ève qui a filé la pomme à Adam. Non mais si mon chameau il est malade, c'est parce que les femelles l'ont séduite. Oh c'est bon, au bout d'un moment, dose, ça va quoi. Assumez un peu vos conneries. T'en parles parce que vraiment c'est récurrent quoi. Néanmoins, c'est un très beau texte. Je finis par les 2 textes que j'ai entre guillemets préférés, mes petits chouchous du moins de cette sélection. Alors le premier c'est un chouchou qui n'a rien de tendre et pour autant je lui ai mis 5 sur 5, c'est La laveuse de mort de Sarah Omar. Sarah Omar est kurde, née en Irak, donc dans le Kurdistan irakien. Et c'est un texte qui est traduit du danois par Masha Dati parce que Sarah Oman est exilée au Danemark. Alors, c'est ici un texte dont il va être très difficile de parler, je sais, je te le dis souvent, mais c'est pas de ma faute. Hein. C'est un fait, je t'assure. C'est pas évident de parler d'un texte comme celui-ci. Parce que ce texte, il est d'une violence telle qu'elle en est difficilement concevable, en fait. Et c'est raconté de manière très explicite, cette violence-là. Et c'en est d'autant plus difficile qu'on sait que ce texte, il est en très grande partie inspiré par le vécu de son écrivaine. C'est pas dit explicitement, mais quand on s'est un peu intéressé à la vie de Sarah Omar et quand il y a des événements qui sont bien trop parlants pour n'être que des simples petits clins d'œil, ne serait-ce que le fait que notre personnage principal naisse exactement au même endroit et la même année que Sarah Omar. C'est donc l'histoire de la petite Frmesk. Et cette petite fille, elle vient au monde déjà avec un énorme poids, celui d'être une petite fille justement, ce qui déplaît fortement à son père, qui attendait un fils. Elle a en plus de ça une espèce de petite tache blanche au milieu du front, qui fait que ses petits cheveux poussent blancs à cet endroit, ce qui est forcément un signe du Shaitan, bien entendu. Cet homme, qui est d'une très grande violence envers sa femme, ce livre, c'est un livre sur les violences faites aux femmes. En permanence, c'est absolument atroce, mais soit on va y revenir. Ce père est très violent et du coup la mère de Frmesk craint vraiment pour la vie de sa fille. Elle est persuadée qu'il va la tuer en fait, lui ou sa belle famille, parce qu'il ne supporte pas la honte que jette cet enfant sur eux. Et elle va donc confier cette petite fille à ses parents, à elle, qui est, je pense, le seul éclat lumineux au milieu de toute la noirceur de ce texte. C'est ce couple-là, c'est les grands-parents de la petite. C'est un couple qui est très original, parce que lui, il est zoroastre. Comment on dit ? Bref, c'est une très 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 vieille religion ancestrale. Il se convertit à l'islam et il fait un peu genre de pratiquer l'islam, bien qu'au fond, il n'y croit pas. Il est marié à une femme dont il est éperdument amoureux. Ils sont tous les deux très amoureux. C'est une très belle histoire qui les unit tous les deux. Et elle est laveuse de mort. Elle s'occupe en fait d'offrir un rite funéraire digne de ce nom à toutes ces femmes qui n'en ont pas le droit, à ces femmes qui ont été assassinées, accusées de n'importe quelle trahison que ce soit, peu importe, de toute façon, la moindre petite chose peut légitimer le fait qu'on assassine une femme, à ces femmes qui sont jetées, oubliées. Et elle ne supporte pas, en tant que bonne musulmane, l'idée que ces femmes-là n'aient pas cette dernière décence que de partir digne, et donc elle les ramasse seule et elle les nettoie pour faire le lavage mortuaire, quoi. C'est juste pour te dire que c'est un couple qui est très détonnant face à tout le climat, en fait, très oppressif. Ah, j'arrive plus à parler. Bref, tu as compris. Et c'est dans ce contexte-là qu'on assiste à toute la violence qui s'émane de la pression familiale, de la pression sociale, cette violence qui s'abat constamment sur les femmes, cette pression qui est articulée et perpétuée par les hommes. Et c'est un livre sur la souffrance de ces femmes qui sont à la totale merci en fait de ces dogmes-là. Tout ça en plus prend place sur fond de guerre, hein, parce que c'était la guerre en Irak dans ces années-là. En plus de ça, c'était pendant le génocide kurde, c'est donc une famille d'origine kurde. Enfin voilà, il y a énormément de choses absolument atroces qui se mêlent de tous les côtés. Et en fait, ce livre, c'est un cocktail de haine, quoi. Alors là, comme ça, vraiment, ça doit pas te donner envie du tout. De toute façon, ce n'est pas un livre que je recommanderais à n'importe qui, parce que quand je te parle de violence, on est sur un niveau de violence qui est horrible. Et encore, les mots sont faibles. C'est abject. C'est vraiment... j'en ai des frissons rien que d'y repenser. Vraiment, carrément, ça me serre la gorge. C'est vraiment... On est au paroxysme de la violence. Il y a d'ailleurs beaucoup de passages que j'ai lus en diagonale. Mais... j'ai quand même mis 5 sur 5 parce que
C'est un texte qui est tellement poignant, qui est important. Sarah Omar a d'ailleurs reçu beaucoup de menaces de mort à la sortie de ce livre. Et ne serait-ce que pour le courage que ça a dû demander à cette femme d'écrire ce texte, je ne peux qu'en parler, je ne peux mettre que 5 sur 5. Le texte s'articule en plus en 2 temporalités distinctes. On a l'histoire de cette petite Fremsek qui évolue, du coup au Kurdistan irakien, qui tente de grandir tant bien que mal au milieu de la guerre et de, tu l'as compris, toute cette pression absolument abjecte qui plane en fait en permanence autour des femmes. Et en même temps, on la voit plus grande à l'hôpital au Danemark, pardon, qui tente en fait de survivre. Et on sait que Sarah Omar a fait plusieurs tentatives de suicide. Et d'ailleurs, le premier chapitre, l'introduction, c'est le début de la dernière lettre de suicide qu'elle avait écrite. C'est pourquoi je te dis que ce texte en est encore plus frappant, c'est que ce qui est raconté, c'est une réalité qui est frappante en fait. Tu l'as compris, je te mets à peu près tous les trigger warnings du monde sur ce livre, et encore, même ceux que tu n'imagines pas, mets-les. Et malgré toute cette horreur qui nous est décrite ici, je n'ai pas pu m'arrêter de lire. C'en était presque obsessionnel. J'étais comme en apnée et j'avais l'impression, tu sais, d'enchaîner les pages à la recherche d'une bouffée d'oxygène, à la recherche d'air, de ces temps de repos qui autorisent la reprise du souffle. Et ce roman m'a habité d'une telle puissance que je ne peux que lui mettre 5 étoiles sur 5. La laveuse de mort, c'est vraiment un cri de rage, c'est un cri de haine et c'est un cri pour la survie et pour la liberté. Et je ne sais pas quoi te dire de plus, mais c'est un texte bouleversant et tu l'as compris qui va m'habiter pendant très longtemps. Et pour finir, je vais te parler d'un texte, j'allais dire plus léger, mais je trouve que le mot est un peu réducteur et quand même beaucoup moins dur à lire. C'est, je pense, mon chouchou de cette sélection. C'est Les vies de papier de Rabih Alameddine, qui est traduit par Nicolas Richard, et Rabih Alameddine est jordanien. Et ce texte, c'est pour moi un très beau roman d'amour. D'amour pas toujours simple, hein, mais d'amour de la vie, d'amour des livres, énormément d'amour des mots, de la langue. Et c'est un roman d'amour sur Beyrouth. Rabih Alameddine est né en Jordanie, mais ses parents sont d'origine libanaise, d'où le rapport à Beyrouth. Voilà, je place ça là parce que j'avais oublié de le dire et ça a quand même une importance. Dans ce livre, on fait la rencontre de Ali, qui a 72 ans, qui semble si banal et qui est à la fois tellement original. Ce texte, il s'ouvre sur le 1er janvier et Alia va effectuer un rituel auquel elle prend part vraiment chaque année. Quelque chose de très solennel pendant laquelle elle va choisir le livre qu'elle va traduire durant toute l'année qui arrive. C'est son plus grand passe-temps, je dirais même que c'est sa plus grande passion. Les mots, leur sens, leur sonorité. L'art de la traduction en plus la fascine. La littérature, c'est pour cette femme un refuge. C'est presque l'essence de sa vie. Elle a travaillé dans une librairie, elle a toujours été entourée par les livres. Et c'est pour ça que je te dis que c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour, des livres, des lettres, enfin voilà. Et toute cette partie-là, évidemment, tu t'en doutes, et j'y ai été très sensible, c'est superbe. Et puis elle nous raconte sa vie dans ce Liban abîmé par la guerre. Ses choix, ses désirs, les étapes franchies. L'histoire de cette gamine mal aimée par sa mère, puis par cette femme mal aimée par ses époux, qui décide au final d'être seule, qui apprend à aimer. Et tout ça raconté à travers les livres parce que vraiment, je n'ai jamais vu autant de citations de ma vie dans un livre, autant de mentions d'écrivains, d'écrivaines, de textes. Enfin vraiment, le monsieur a une culture qui est assez folle, hein, parce que alors ce sont beaucoup de grands classiques dont il est fait mention. Elle fait un parallèle avec sa vie. Elle parle beaucoup par exemple d'Anna Karénine, elle parle beaucoup de Lolita, bref, il y a énormément vraiment de mentions d'œuvres à tel point que c'en est impressionnant et presque un peu étourdissant. C'est là qu'en fait ça a perdu un tout petit peu de points pour moi, on est sur un 4,7 sur 5, je sais pas si je t'avais dit la note, c'est quasiment un 5, hein, mais le texte est très très dense, il n'y a aucun chapitre et à des moments vraiment on a un peu un côté de pouf. Là tranquille, on va respirer un peu monsieur. Par contre, et je tenais à le mentionner, quel personnage féminin bien écrit. Vraiment, le travail effectué ici autour de ce personnage est fantastique. C'est un des meilleurs personnages féminins que j'ai lu de ma vie écrit par un homme. Elle est incroyable. Elle m'a séduite dès les premières pages. Elle est farouche, elle a un caractère effronté. En même temps, elle est très sensée dans ses choix. Elle n'est pas juste rebelle pour être rebelle, c'est pas ça, c'est que au contraire, à plein de moments, elle est docile parce qu'elle n'a pas le choix que d'être docile, et c'est le cas de plein de femmes. Elle a une grande sensibilité qu'elle cache sous une grosse carapace, et à côté de ça, cet amour pour les mots. Je te dis, j'arrête pas de t'en parler, mais parce que c'est vraiment un point essentiel. On parle des vies de papier. Et j'ai tellement aimé ce personnage.
Et je sais qu'elle gardera une place très particulière auprès de mon cœur avec ceux et celles qui ont su le caresser parce que elle m'a... Voilà, j'ai adoré le personnage de cette femme. Tu sais, moi je suis très sensible à ces histoires de vie comme ça, qui n'ont rien d'extraordinaire et c'est ce qui les rend exceptionnelles. Et bien que je t'ai dit le texte soit un peu dense à des moments et que le nombre de références littéraires en soit parfois un petit peu étourdissant, c'est empli d'humour, malgré la violence latente, forcément, le Liban est en pleine guerre civile, donc la violence elle est partout, quoi. Au-delà des violences intrafamiliales, elle est dans l'atmosphère. C'est à la fois empli de tendresse. Là aussi, la plume est tellement visuelle, les descriptions sont tellement belles, elles sont tellement sensorielles qu'on voit, qu'on sent, qu'on entend, qu'on ressent l'humidité de la chaleur de Beyrouth. C'est génial, j'ai adoré ce texte, enfin je pense que tu le comprends, mais vraiment j'ai beaucoup aimé. Vraiment, je trouve que ce texte est un très bel hommage à Beyrouth, un très bel hommage aux femmes et un très bel hommage à la littérature et à ces gens qui aiment profondément les mots. Et ça en fait, à mon sens, un petit bijou, quoi. C'est pareil, un texte sur lequel je ne serais jamais tombée, je pense. Enfin, faut jamais dire jamais, mais tu as compris. Et je suis tellement heureuse de l'avoir lu. Je l'ai adoré et ce personnage, encore une fois, je l'aime d'amour. C'était long, non? Moi, j'ai été très contente de découvrir tous ces textes. Je te dis, je pense que je ferai une partie 2. Pas là tout de suite parce que j'ai plein d'autres livres à lire. Mais j'aimerais beaucoup faire une partie 2 et j'aimerais beaucoup ensuite m'élargir à d'autres zones géographiques. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a fait découvrir des ouvrages. N'hésite pas à me dire si certains t'ont tenté, si tu en as lu, si tu as des textes comme ça frappants d'origine. Encore une fois, je dis arabo-oriental, mais tu vois ce que je veux dire. J'ai englobé encore une fois la Perse, la Turquie. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu et moi je te retrouve très bientôt pour d'autres lectures. Et tu le sais, d'ici la prochaine fois, prends bien soin de toi.